suis présidente de la SBL, ABC Éduc, et on est ici toute une partie de l'équipe aussi. Donc voilà, Mickaël qui est vice-président, Viviane est là aussi, j'en ai vu voilà, passer d'autres. On est tout un groupe et dans notre SBL, on est là pour finalement promouvoir la recherche en éducation et soulever quelques questions d'actualité telles que celle-ci, donc celle du PK dans tous ses états. Et pour en parler avec vous, on a la chance de recevoir trois chercheuses. Donc, on a Sophie Brideux de l'Université de Liège, ainsi que Laurie Simon et Émilie Carozin de l'Université de Mons. Et donc, pendant ce webinaire, ce Sous la loupe, on va donc parler, bien sûr, du parcours d'éducation culturelle et artistique, du point de vue des enseignants, on peut voir quelles sont leurs représentations, mais aussi du point de vue des élèves, avec les conditions nécessaires, finalement, pour vivre cette expérience du PK. Et enfin, un dernier point, on va s'interroger sur la, la possibilité, enfin, comment cette expérience finalement est portée par un écosystème d'acteurs à l'intersection de différents mondes, que ce soit le monde de l'éducation ainsi que le monde culturel et artistique. Donc, on vous propose d'abord d'écouter nos collègues chercheurs et puis d'en discuter tous ensemble. Alors, pour les modalités pratiques de communication, je vais donner la parole à Mickaël qui va nous expliquer un petit peu comment faire. Je t'en prie, Mickaël. Oui, mais donc, une des premières choses, c'est que vous êtes plusieurs à ne pas avoir accès à la conversation. Donc ce que je propose, c'est que vous puissiez vous connecter sur un WooClap que je vais laisser, tourner en tâche de fond, durant l'entièreté, du Sous la loupe. Comme ça, vous pourrez poser vos questions progressivement et puis on pourra les reprendre, enfin je pourrai les reprendre et puis peut-être les réadresser à Émilie et à Sophie. Comme ça, vous pourrez avoir des informations. Donc je vais vous partager ça tout de suite. Je vous précise aussi, et je pense que vous l'avez vu, que le séminaire est enregistré, donc vous avez un enregistrement qui a démarré. Comme ça permettra aux personnes qui ne peuvent pas être en présence, mais qui veulent resuivre ce webinaire par la suite, de pouvoir le consulter directement sur notre site internet, sur lequel vous retrouvez toutes les informations de l'association. C'est peut-être intéressant aussi, Sophie, de dire que parmi les informations qui vont arriver par rapport à l'association, on va bientôt organiser une journée de rencontre entre les chercheurs et les acteurs de l'éducation pour pouvoir discuter et échanger plus longuement ensemble en présentiel. Vous aurez plus d'informations directement au travers du site, donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement. Je vais vous Oui, partager maintenant. Oui, je vais vas-y, juste Sophie. dire, voilà, c'est un événement qui ne s'appelle pas alors le Sous la loupe, puisque c'est le nom qu'on retrouve pour les webinaires, mais qui s'appelle l'ABCD. Hein, on fait quelques petites variantes pour ABC Éduc. Et donc l'ABCD aura lieu au premier quadrimestre de l'année qui vient à l'Université de Namur. Voilà, donc Oui, comme tout ça, à fait. vous avez déjà cette info-là et tout le reste sera disponible sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc on fera bien sûr la publicité nécessaire pour que chacun puisse être informé de cet événement. Ouais. Mais donc, je vais vous contacter, enfin, je vais directement vous partager mon écran pour que vous puissiez être en mesure de vous connecter au niveau du WooClap. L'idée du WooClap, c'est de pouvoir poser vos questions de manière, comment dire ça? De manière plus anonyme, de manière indirecte. Et donc, si jamais il y a des questions qui vont émerger pendant la présentation, n'hésitez pas à vous y connecter en utilisant les informations que vous avez en présence. Donc, soit vous allez sur wooclap.com et puis vous aurez vous aurez un endroit pour insérer le code loop ABC. Soit ce que vous faites, c'est vous pouvez juste utiliser votre smartphone sur le côté et flasher le QR code pour pouvoir vous connecter directement. La dernière version qui peut être utilisée aussi, c'est d'envoyer le @ la loupe au 0460 200 711 pour utiliser votre GSM et échanger via SMS. Donc je vous laisse, on va dire, 1 ou 2 minutes pour pouvoir vous connecter. Et c'est pas une obligation. Si jamais vous voulez interagir par la suite, on pourra aussi prendre un temps pour répondre à des questions de manière orale. Donc il vous suffira d'ouvrir le micro. Je dirais qu'ici, ça a une possibilité pour poser des questions de manière plus indirecte. Et Sophie, tu décides combien de temps on garde pour avant de se connecter. Pardon, je n'ai pas entendu. Je dis, on attend combien de personnes de connecter, à mon avis. Enfin, on peut Oh, pas. bah, je pense on peut commencer, hein, vraiment. De toute Je façon, laisse, c'est enregistré, je donc laisse encore 20 secondes. Parce que allez. le truc, c'est que après c'est plus moi qui partage, donc vous aurez plus l'information directement.
en visuel. Bon, allez, on fait un petit décompte de 10. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Et c'est parti. Très, très bien. Donc, La parole à Sophie Bricteux, je pense. Oui. je laisse Sophie présenter. Voilà, bonjour à toutes et tous. On voulait, avec Émilie, commencer par vous remercier d'être présents en ligne aujourd'hui et de l'intérêt que vous portez au PK. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui le PK dans tous ses états, avec un focus sur un outil qu'on a développé à l'Université de Liège, de Mons et de Namur, un outil qui s'appelle La Ruche et qui est un outil pour créer, évaluer, concevoir des interventions culturelles et artistiques. Et donc juste voilà, pour que vous ne la cherchiez pas trop longtemps, malheureusement notre collègue Laurie Simon ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui pour cette présentation. Et donc on va aborder quelques aspects de la formation qu'elle devait aborder, mais sur la question des représentations même, malheureusement, voilà, on ne pourra pas vous apporter ces infos, mais voilà, on ne manquera pas de vous envoyer ses articles ou son article quand ils seront diffusables. Voilà. Alors, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est bien évidemment du PK. Ensuite, on va aborder deux concepts clés qui sont l'expérience et l'intervention. On vous parlera de la manière dont on a développé cet outil et puis on vous présentera bien évidemment l'outil concret. On vous parlera donc, c'est Émilie qui vous parlera des perspectives en formation initiale et puis il y aura de toute façon un temps d'échange aussi à la fin de la présentation pour répondre à vos questions ou commentaires éventuels. Alors, pour commencer, le PK. Le PK, c'est le parcours d'éducation culturelle et artistique qui est l'une des mesures prévues par le Pacte pour un enseignement d'excellence. Une mesure parmi bien sûr beaucoup d'autres, mais certainement pas la plus médiatisée, ce qui renforce encore notre contentement de vous voir ici pour qu'on puisse vous en parler. Alors, le parcours d'éducation culturelle et artistique, il vise à valoriser, renforcer et coordonner la place des arts et de la culture, notamment à l'école, dans une optique d'égalité entre les élèves, de progression des apprentissages et de diversité des domaines et des thèmes abordés. Alors, le PK, il a été instauré en maternelle en septembre 2020 et il suivra l'élève durant toute sa scolarité, de manière disciplinaire, bien sûr, via le cours d'éducation culturelle et artistique, mais également de manière transversale et interdisciplinaire. Alors, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les enseignants mènent déjà de nombreuses interventions culturelles et artistiques, mais le PK vise une meilleure coordination des interventions au service de l'élève et une meilleure coordination entre les différents acteurs. C'est vraiment cet esprit de parcours qui est important. Et pour employer une métaphore, on pourrait dire que le parcours, il peut être vu comme un tissage d'expériences culturelles et artistiques dont certaines mailles peuvent être communes aux élèves d'une classe, mais dont le motif final sera propre à chacun. Une autre métaphore, ce serait également celle de la partition musicale dans laquelle chaque note représente une expérience culturelle et artistique, chaque élève créant sa propre mélodie à partir d'expériences diverses vécues dans et hors de l'école. Alors, le PK, il implique de très nombreux acteurs qu'Émilie va vous présenter. Donc, il est à l'intersection de plusieurs mondes, bien sûr l'environnement social et familial de l'élève, mais aussi le monde scolaire et le monde culturel et artistique. Et c'est un peu ça qui fait sa particularité. Et donc, l'expérience de l'élève se trouve à la croisée de ces systèmes qu'il faut pouvoir faire dialoguer pour que, justement, elle apporte, voilà, qu'elle permette des expériences vraiment significatives, signifiantes pour les élèves. Alors, ces expériences, elles peuvent être vécues
dans l'école, mais elles peuvent aussi être vécues en dehors de l'école avec, comme disait Sophie, cette idée de parcours qui se tisse tout au long de la scolarité, à la fois dans les murs de l'école et hors les murs de l'école. Alors, pour soutenir cette expérience et les différentes interventions, la fédération a prévu, dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence, différentes nouvelles fonctions qui visent à renforcer cet écosystème et les échanges entre les différents mondes. Donc, bien sûr, au centre de cet écosystème, on a l'élève et son environnement le plus proche, ses amis, ses collègues, sa famille. Et puis, il va tous les jours à l'école et en contact avec voilà, des enseignants, des éducateurs qui sont eux-mêmes en contact avec d'autres acteurs peut-être un peu plus éloignés de l'élève, qui sont le directeur de l'école. Au sein de l'école même, maintenant, les équipes éducatives ont la possibilité d'identifier un délégué PK qui va faire la promotion du parcours d'éducation culturelle et artistique dans son école et dynamiser l'équipe et ses collègues autour de ces questions. Le PK il est fortement recommandé qu'il soit inclus dans le plan de pilotage des écoles. Et pour aider les écoles à développer voilà, ces initiatives, il y a des référents culturels qui sont employés par les pouvoirs organisateurs et qui sont eux-mêmes en contact avec le monde culturel. Donc bien sûr, là, on a les artistes et les artistes intervenants scolaires qu'on connaît déjà et qui font partie d'un groupement d'opérateurs culturels. Et donc, de ce côté-là, il y a un coordonnateur du référent scolaire. Donc, c'est là que les choses se compliquent un peu. Les référents scolaires étant du côté de la culture, puisqu'ils portent le nom du monde avec lequel ils sont en contact, enfin, avec lequel ils font le pont. Et donc, tous, c'est-à-dire les délégués, les référents culturels, les opérateurs culturels qui font partie de ces groupements, pardon, peuvent se regrouper, se regroupent au sein d'un même territoire pour voir comment ils peuvent soutenir au mieux les parcours éducatifs, culturels et artistiques des élèves. Bien sûr, au niveau de ce qu'on appelle le macrosystème, il y a aussi 2 organismes qui vont soutenir la mise en œuvre du PK, en particulier le service de pilotage du PK, le conseil de l'ECA. Il y a aussi, et pas présente sur cette représentation, les ESAR, l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, voilà, et tous les autres services culturels qui peuvent être mis en lien. L'idée étant de faire un écosystème le plus riche possible. Mais donc, comme vous l'avez compris, ça demande une bonne communication et de la coordination entre les différentes personnes de cet écosystème. Alors, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est 2 termes sur lesquels on va un petit peu s'attarder. 2 termes qui sont liés l'un à l'autre, ce sont l'expérience et l'intervention. Alors, une expérience culturelle et artistique, elle est vécue par l'élève au niveau de sa personne et éventuellement avec d'autres personnes. Ce concept, il est en lien avec 2 autres concepts. Le premier, c'est celui d'expérience d'apprentissage. Pour Steve Seidel et son équipe, l'expérience d'apprentissage, elle est conçue et définie par des notions d'intentionnalité, de défi, de réalisation et de développement. Et c'est également en lien avec l'expérience esthétique, qui est un terme introduit par Dewey en 1934. Alors, comme le définit Amélie Merle, la technique s'apprend, la contrainte plastique s'apprivoise, mais l'expérience esthétique, elle se vit, se sent. Elle est donc intrinsèquement personnelle, ce qui la rend difficilement mesurable, évaluable, même si, évaluable ou pas, elle reste toujours ce vers quoi on tend. Alors, pour tenter de susciter l'expérience à l'école, il faut mener une intervention. Une intervention culturelle et artistique, c'est ce que l'enseignant met en place pour que les élèves vivent une expérience culturelle et artistique. Ça peut être une activité, une séquence de leçons, un projet, une résidence, etc. Une intervention, ça peut être plus ou moins complexe et plus ou moins étendue dans la durée du temps scolaire.
L'intervention, elle est menée avec le soutien de la direction, du moins c'est ce qu'on souhaite, et parfois en collaboration avec des intervenants qui peuvent être des artistes, des animateurs, des opérateurs culturels, etc. Donc l'expérience, c'est le résultat d'une intervention, du moins dans le meilleur des cas, car toute intervention ne mène pas forcément à une réelle expérience. Alors, non seulement parce qu'on ne peut jamais savoir si l'intervention va véritablement résonner chez chaque enfant, si elle va prendre un vrai sens pour lui, mais également, un deuxième élément, c'est que malgré un consensus général sur l'importance de l'éducation culturelle et artistique, les interventions menées auprès des élèves, jusqu'à présent, elles différaient considérablement, quantitativement d'une part, mais également qualitativement. Et on sait que les projets d'envergure ont côtoyé ainsi des activités très ponctuelles et à côté des véritables expériences culturelles et artistiques vécues par certains élèves, ont subsisté pour d'autres des tâches parfois essentiellement occupationnelles, à l'image de ce collier de nouilles que vous voyez représenté à l'écran, dont toutes les mamans reçoivent un exemplaire rigoureusement similaire à l'occasion de la fête des mères et qui fait en fait plus appel à la psychomotricité qu'à l'art et à la culture. Donc on le sait, toutes les interventions culturelles et artistiques ne se valent pas, et ça c'est pas du tout tabou de le dire, et c'est assez logique puisque l'art, comme tout autre domaine, peut être enseigné de manière plus ou moins substantielle et plus ou moins efficace. Alors cette disparité au niveau de la qualité des interventions, ce n'est pas propre à notre système éducatif. Partout dans le monde, on observe un fossé entre les intentions affichées par les politiques éducatives en matière d'art et de culture et leurs implémentations effectives. Avec partout dans le monde des enseignants experts et très impliqués dans les domaines artistiques et culturels, et puis d'autres qui le sont moins. Donc c'est pour ça que la création d'un outil visant à évaluer et par conséquent à améliorer la qualité des interventions culturelles et artistiques était indispensable pour s'assurer d'une cohérence entre l'esprit du PK et puis la manière dont celui-ci va s'implanter concrètement dans les écoles. Alors dans ce travail, on parle de qualité, mais bien sûr, on est consciente que le concept de qualité n'est jamais absolu. Il est issu de l'interaction entre les publics, les élèves, les enseignants, les directions, les familles, issu de l'interaction entre les situations aussi, entre l'école et les apprentissages informels. Il se situe dans un contexte historique, temporel, social, politique, géographique qui est toujours singulier. Et puis, il est également relatif à l'approche éducative choisie. Quand on parle des arts et de la culture, on a l'approche intrinsèque versus l'approche extrinsèque également. Et donc, on sait que les critères qui font d'une activité une véritable expérience d'apprentissage ne sont pas forcément fixes ni réplicables. On peut mener des interventions qui vont remarquablement bien fonctionner avec une classe d'élèves, réitérer l'intervention avec une autre classe peu après et constater que les effets ne sont manifestement pas les mêmes. On sait qu'il n'y a pas un seul modèle de qualité qu'on pourrait tendre à reproduire à l'infini, mais plutôt de multiples indicateurs qui tendent à qualifier ou à précéder des interventions de qualité. Et ce sont précisément ces indicateurs que l'on va retrouver dans notre outil qu'on a appelé la ruche. Alors, une intervention, elle peut être considérée comme inspirante ou de qualité si elle répond à des critères de qualité que nous n'avons pas définis, mais qui ont été identifiés dans la littérature scientifique. Il faut que l'intervention, elle se fonde également sur des indicateurs qui soient communs aux acteurs du monde scolaire, du monde culturel et artistique, et éventuellement avec l'environnement social et familial, puisque l'enjeu, c'est de pouvoir aussi faire dialoguer ces différents acteurs. Il faut que pour l'intervention, le processus et pas uniquement le résultat soit en lien avec les critères de qualité. Le processus est aussi important, sinon plus, que le résultat de l'intervention. Le processus d'apprentissage, en d'autres mots, est tout aussi important que le résultat final qui serait une exposition ou un spectacle à destination des familles. Et puis l'intervention, elle doit s'inscrire dans un parcours cohérent et global pour respecter l'esprit de parcours qu'est le PK.
Voilà, Et donc, je laisse la oui. parole à Émilie. Et donc voilà, à partir de, voilà, de ces définitions de l'expérience et de l'intervention, on a réfléchi au développement d'un outil qui serait commun à l'ensemble des acteurs au sein du PK. Donc, un des premiers défis pour la conception de l'outil, enfin, un des éléments en tout cas qu'on avait en tête pour la conception de l'outil, c'est que puisqu'il y a multitude et diversité des interventions, il faut que celui-ci soit adaptable à tous les âges, dans la scolarité obligatoire, aux différentes disciplines artistiques. Il faudrait qu'il puisse être utilisé pour des interventions courtes comme des interventions longues et qu'il puisse aussi ne pas restreindre voilà, les objectifs que pourraient viser les interventions et donc s'adresser à une diversité d'objectifs, tout en mettant en avant la force des partenariats, en incluant des possibilités de partenariat ou des possibilités de conduire et d'une utilisation seule de l'outil par l'enseignant, par exemple. Et ensuite, il fallait aussi que l'outil soit adaptable aux différentes formes d'enseignement. Donc voilà, c'était le premier gros challenge qu'on avait. Il fallait aussi que l'outil soit adapté à différents profils, tant des enseignants que des artistes, que des directions, et éventuellement qu'il permette aussi aux équipes éducatives de dialoguer autour du PK des élèves. Et donc, pour tout ça, on s'est dit, ben, on va partir de ce qui existe déjà, comme le font les chercheurs. Donc, on a commencé par une revue de la littérature. Alors, cette revue de la littérature, elle comprend à la fois des recherches qui ont été conduites sur l'éducation culturelle et artistique, des rapports d'évaluation, des interventions en milieu culturel et artistique et à l'école. Et, et donc, à partir de là, on a identifié 53 indicateurs de qualité des interventions et 26 effets. Donc, on s'est dit que c'était un peu trop et que ça allait être très compliqué, voilà, pour les différents acteurs de faire sens de cette multitude d'indicateurs. Donc, on a quand même essayé de réduire, mais comme vous le savez, voilà, les chercheurs, on essaye, mais voilà, on réduit pas quand même à 10. On est arrivé quand même à une meilleure catégorisation selon les acteurs impliqués. Et puis, on s'est dit, pour faciliter la compréhension, on va aussi identifier ce qui relèverait de conditions sine qua non pour assurer la qualité des interventions. Et ensuite, ce qui pourrait être des recommandations, donc des choses qui pourraient être ajoutées pour caractériser, spécifier, différencier les différentes interventions. Et donc, à partir de là, on a soumis donc une première version de la ruche à 3 référents scolaires qui nous ont apporté leur retour. Et en parallèle, on a fait tout un travail d'explicitation des indicateurs sur base justement de la littérature qui avait été utilisée pour les identifier. Et on a développé donc cet outil, la ruche, qui a ensuite été testé une première fois. Et à partir de ce test, on a pu apporter des révisions et avoir une version finale de la ruche en question. Alors vous êtes certainement à ce stade en train de vous demander pourquoi on répète la ruche sans arrêt. Voilà, alors donc vous avez peut-être là une meilleure idée du choix d'appellation pour cet outil. À gauche, vous avez la version prototype et à droite, une partie, puisque pas tout, on vous montrera le reste, de la version opérationnelle. Donc vous voyez qu'au début, on était à 49 indicateurs et puis ensuite, on est arrivé à une version où ces indicateurs ont été retravaillés et où on les a regroupés et présentés de façon un peu plus linéaire, disons. On reviendra plus tard sur les modifications qui ont été effectuées. Mais donc maintenant, comment on a pu effectuer ces changements? Ben, on a utilisé une méthodologie
qui se fondait sur 4 critères d'évaluation d'outils: l'utilisabilité, la facilité de prise en main de l'outil par les différents utilisateurs, à la fois les enseignants. Donc, comme vous avez compris, il y avait à la fois des enseignants de primaire, secondaire, des enseignants issus de l'enseignement ordinaire, du spécialisé, et aussi des artistes et d'autres acteurs du monde scolaire que je vous présenterai après dans la présentation de l'échantillon. Et puis, on s'est aussi interrogé sur la pertinence de l'outil. Est-ce que l'outil qu'on propose permet de répondre aux attentes en termes de définition, caractérisation des interventions et de réflexion sur la qualité des interventions? Est-ce qu'il est efficient, c'est-à-dire est-ce que les acteurs trouvent qu'il est rentable, qu'il apporte un résultat qui n'est pas très coûteux? On sait qu'ils sont de plus en plus chargés par les outils et voilà, par les nouveaux référentiels. Et donc, on voulait vraiment que ce soit quelque chose d'accessible et qui leur semble rentable. Et enfin, bah, est-ce que finalement, on arrive à un réel questionnement sur la qualité des interventions? Et donc, c'est à partir, voilà, de l'analyse de ces différents critères qu'on a pu apporter des améliorations à l'outil. Alors, en termes de tests, 23 personnes ont testé la ruche et sont réparties géographiquement comme sur l'image ici. Il y avait à la fois, comme je vous l'ai dit, des enseignants du maternel, du primaire, du secondaire, du spécialisé, des directeurs d'établissement, une référente, une pédagogue, un délégué au contrat d'objectifs, un autre référent scolaire, donc du côté des opérateurs culturels, et aussi 3 personnes venant du monde culturel et artistique. Alors, en termes de résultats, sur la première version prototype de la ruche, en termes d'utilisabilité, on a vu que, en fait, les mots-clés qui étaient présentés dans les alvéoles étaient rapidement interprétés par les utilisateurs puisqu'ils ne consultaient pas systématiquement les fiches explicatives et voire même les définitions des alvéoles. Donc, on s'est dit qu'il fallait que ces définitions soient plus visibles pour éviter justement trop de différences d'interprétation, puisque un des challenges, un des défis du PK, comme vous l'avez compris, c'est aussi de pouvoir proposer un vocabulaire commun sur lesquels les acteurs des différents mondes puissent s'entendre. Et donc, on a aussi, dans ce cadre-là, revu certaines formulations pour qu'elles soient plus précises et plus directes, et qu'elles aillent directement à l'essentiel. Et d'autres choses ont été améliorées pour faciliter l'utilisation. Par exemple, les couleurs utilisées ont été plus contrastées afin de permettre voilà, à différentes personnes ayant différentes visibilités des couleurs d'y accéder. Le format et la taille de l'outil ont été revus pour une lecture plus aisée. Donc, on était sur un format A4 et puis on est passé sur un format A3. Et puis, on a ajouté voilà, des hachures, etc. Pour faciliter la compréhension. Et on a opté pour une représentation beaucoup plus linéaire qui permette voilà, à tous de se repérer. En termes d'efficience, on a été agréablement surprise de voir que l'outil était perçu comme rentable aux yeux des acteurs, puisqu'ils se sentaient guidés dans une première utilisation de la ruche et trouvaient ça intéressant pour réfléchir aux interventions qu'ils mettaient en place. Ils trouvaient voilà, que pour que ce soit rentable réellement, il faudrait que l'utilisation se fasse principalement en fin de projet ou qu'elle soit intégrée à d'autres supports comme le PIA des élèves dans l'enseignement spécialisé, par exemple. Et pour les acteurs qui l'ont testé, la ruche leur permettait d'avoir une vue d'ensemble qu'ils n'avaient pas au préalable sur une intervention, un projet, et qui était beaucoup moins coûteuse qu'une réflexion autonome sur l'intervention. Donc, en gros, avoir devant soi voilà, différents éléments qui peuvent caractériser une intervention, ça facilite forcément la réflexion sur cette intervention en guidant
voilà, sur les possibilités et en questionnant sur ce qui a été mis en place ou pas. Alors, ce qui était intéressant, c'est que grâce à cette visualisation des indicateurs, les acteurs disaient qu'ils avaient une meilleure prise de conscience des éléments qui constituaient le PK et que ces éléments correspondaient à ce qu'ils faisaient déjà sur le terrain, puisque le but du PK, ce n'est pas de voilà, réinventer la roue de l'éducation culturelle et artistique, mais bien de valoriser ce qui est fait actuellement. Et ça, pour nous, c'était particulièrement important pour les acteurs du monde culturel qui ont quand même développé une expertise dans ce milieu-là. Et on était donc particulièrement attentifs à la façon dont les indicateurs leur semblaient accessibles, proches et puis pertinents par rapport aux interventions qu'ils menaient. Ensuite, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que les acteurs faisaient d'office le lien entre plusieurs alvéoles et que ces liens qu'ils opéraient en regardant la ruche renvoyaient à des préoccupations, des questionnements sur l'éducation artistique et culturelle. Et voilà, leur permettait de se poser des questions sur la façon dont les interventions étaient conçues et mises en œuvre. En termes d'efficacité, ce qui était intéressant, c'était vraiment de voir que l'outil, comme je vous disais, permettait vraiment de fournir une base pour communiquer entre les différents partenaires. Et ça, c'était quelque chose qui a été vraiment mis en avant par les utilisateurs comme une plus-value, puisque, on le sait, le langage des acteurs du monde culturel n'est pas le même que le langage des acteurs du monde scolaire. Et il y a parfois difficulté pour se comprendre dans les différentes explications ou les intentions des uns et des autres par rapport aux interventions culturelles et artistiques. Ensuite, comme vous l'avez compris en filigrane, le fait d'avoir tous ces indicateurs permettait de réfléchir vraiment, en fait, qu'est-ce que je mets dans une intervention, à quoi je fais attention dans une intervention, comment est-ce que je peux préparer une intervention et qu'est-ce que je peux éventuellement améliorer dans d'autres interventions. Puisque l'objectif de la ruche, vous l'avez compris, ce n'est pas une checklist où on doit absolument cocher toutes les cases, mais c'est bien l'idée de pouvoir identifier une série de caractéristiques qui vont déterminer une intervention et donc de se dire peut-être que pour cette intervention-là, je fais ces choix précis et conscients et intentionnels pour permettre aux élèves de vivre un type d'expérience et que pour une autre intervention, je vais faire d'autres choix. Tout ça dans un esprit de complémentarité tout au long du parcours des élèves. Donc finalement, ce qu'on a vu, c'est que la ruche remplissait 4 grandes fonctions. Elle pouvait permettre de concevoir des interventions, de voir ce qui avait été fait au préalable et puis d'essayer de compléter ou d'enrichir les différentes expériences des élèves. Elle peut servir à évaluer et faire évoluer certaines interventions en identifiant ce qui a pu marcher, ce qui a moins marché, les différentes caractéristiques qui sont mobilisées pour une intervention. Concrètement, elle peut aussi servir d'outil de communication au sein de l'équipe éducative. Il y a des alvéoles, vous verrez tout à l'heure dans la présentation de l'outil qui peuvent faire l'objet d'une réflexion en équipe. Et puis enfin, ça il me semble que je l'ai déjà pas mal répété, elles permettent aux différents acteurs de communiquer sur les enjeux relatifs à ces interventions. Je vais passer la parole à Sophie pour la présentation de l'outil. Oui, roulement de tambour, on va enfin vous dévoiler à quoi ressemble concrètement cette ruche. Alors, après le prototype testé, comme l'a dit Émilie, on a modifié l'outil pour arriver à cette version opérationnelle qui se présente sous la forme d'une page A3 recto verso.
Alors, sur la première face du document A3, on retrouve, vous voyez au-dessus à gauche, une courte description de la ruche et ensuite des espaces qui sont destinés aux informations propres à l'intervention concernée, son titre, les domaines artistiques et culturels abordés, est-ce qu'il s'agit de musique, de patrimoine, de danse ou autre, et d'autres espaces pour les informations plus signalétiques. Et puis alors, sur la deuxième face, on retrouve la ruche à proprement parler, avec les alvéoles, vous les voyez, et chaque alvéole représente un indicateur de qualité d'une intervention culturelle et artistique. Et autour de la ruche, on va retrouver les phrases d'accroche qui vont expliciter les différentes alvéoles, qui vont expliquer ce à quoi elles font référence. Le fait d'avoir la ruche qui est cernée par ces explications, ça permet aux utilisateurs d'avoir sous les yeux les brèves explications dont ils auraient besoin, sans forcément devoir recourir à un document annexe. Donc ici, on a tout ce qu'il faut pour se lancer dans le processus de la ruche. Alors, la ruche, elle se complète, elle peut se compléter avant, pendant ou après une intervention. Et le but, c'est de colorier, de cocher ou de surligner les alvéoles qui représentent un critère soit qui va être visé, soit qui a été rencontré par l'intervention culturelle et artistique. Et comme l'a dit Émilie, toutes les alvéoles ne doivent absolument pas être systématiquement rencontrées et il est illusoire, voire contre-productif, de viser une intervention dans laquelle tous les indicateurs seraient rencontrés. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas spécialement souhaitable. Alors, si on fait un petit zoom sur ces alvéoles pour que vous puissiez voir plus concrètement à quoi ces alvéoles font référence, vous voyez ici à l'écran les alvéoles qui ont des contours orange et ces contours, ils sont pleins. Ce sont les indicateurs qu'on a appelés conditions, qui sont à destination des enseignants ou des intervenants artistiques. Ces indicateurs, en orange contour plein, ces conditions, ce sont les indicateurs qui sont considérés comme incontournables. Par exemple, le premier, c'est parcours. Parcours, ça veut dire je construis mon intervention en lien avec le PK des élèves en respectant les principes de diversité et de progressivité des apprentissages. Pourquoi cette alvéole, c'est une condition incontournable? Tout simplement parce que ça fait partie des prescrits du PK. La deuxième alvéole, c'est rencontrer, pratiquer, connaître. Ça veut dire qu'on combine au moins 2 des 3 composantes de l'éducation culturelle et artistique dans une optique de complémentarité. Troisième alvéole, c'est objectif. Je définis préalablement les objectifs de l'intervention et les présente aux élèves. Et en cas de partenariat, il est important que ces objectifs ils soient définis conjointement. Il y a une alvéole qui concerne l'espace, évidemment, qui doit être adéquat par rapport à l'intervention. Une alvéole qui concerne le matériel, qui doit être fonctionnel et de qualité. Une alvéole qui concerne le budget, puisque l'intervention doit être accessible à tous les élèves. On peut éventuellement solliciter des subsides auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, etc. Vous voyez qu'il y en a une qui concerne la durée, le processus, je l'expliquais tout à l'heure, le processus qui est tout aussi important, sinon plus important que le résultat de l'intervention. Les principes dans l'alvéole 9 de respect et de confiance qui sont essentiels pour tout domaine, j'ai envie de dire, à l'école, mais peut-être plus encore pour l'éducation culturelle et artistique, dans lesquelles les élèves doivent vraiment se sentir en confiance pour pouvoir vivre une véritable expérience, et puis le principe aussi d'auto-évaluation. Ça, ce sont pour les alvéoles qui sont qualifiées de conditions. Ici, vous voyez un zoom sur d'autres alvéoles qui ont des contours en pointillés. Alors, ces indicateurs, ils sont appelés recommandations. Ils sont également à destination, ceux-ci, des enseignants et des intervenants. Et ce sont des recommandations, c'est-à-dire des indicateurs qui peuvent représenter un plus, mais qui ne sont pas forcément pertinents pour toutes les interventions. À titre d'exemple, vous avez l'alvéole numéro 19
qui s'intitule Communication. Le but ici, c'est d'expliquer l'intervention, ses étapes et ou les résultats attendus à la direction, aux collègues, aux familles, voire à d'autres collègues qui sont issus d'autres établissements. Là, on est vraiment dans la fonction de communication que peut remplir l'outil. À l'alvéole numéro 20, qui s'intitule Représentation, c'est le fait de questionner les élèves sur les représentations qu'ils ont de la pratique culturelle et ou artistique, les représentations qu'ils ont de l'artiste, de l'œuvre, du patrimoine. Interroger les représentations peut être intéressant pour voir dans quelle mesure ces représentations évoluent au fil de l'intervention. Voilà quelques exemples d'indicateurs quand on zoome sur la ruche qu'on peut retrouver. Ensuite, il y a aussi des effets et des visées. Donc, le vocabulaire effet et visée, en fait, on a ici identifié des effets qui étaient rapportés dans la littérature sur l'éducation culturelle et artistique et en même temps qui pouvaient du coup faire l'objet d'objectifs, notamment en lien avec les objectifs qui sont dans le référentiel de compétences ECA. Donc, il y a ici une série d'effets et de visées qui sont rassemblés sous voilà, des mots-clés comme dans le cas des conditions et des recommandations. Mais ce qui était compliqué ici, c'est que la littérature sur les effets n'étant pas suffisamment fournie, il était difficile ici de proposer quelque chose. Et les effets aussi pouvant être différents d'un élève à un autre, il était difficile de proposer ici une description. Par contre, on trouvait intéressant de proposer des questions qui du coup permettaient aux enseignants et aux intervenants de se demander, ben, en fait, est-ce que c'est réellement cet effet qui a été rencontré, qu'on pense avoir rencontré auprès des élèves, ou est-ce que c'est réellement ce qu'on veut viser, et du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire? Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'on a pour chaque effet, comme par exemple l'expérimentation, les élèves explorent les techniques, outils et matériaux, ils prennent des initiatives et ou des risques raisonnables dans une logique d'apprentissage par expérimentation. On a des questions qui voilà, permettent de se poser voilà, la question de comment on va encourager cela ou comment est-ce que c'est réellement observé en classe auprès des élèves. Quelles sont les différentes pistes envisagées par les élèves? Comment valorisent-ils les imprévus qui émergent lors de l'expérience culturelle et artistique? Donc, comment ils font face aux imprévus? Et du coup, est-ce qu'ils en profitent pour expérimenter de nouvelles techniques, de nouveaux outils, de nouveaux matériaux? Un autre exemple, par exemple, celui des interrogations. Les élèves s'interrogent sur les origines de l'œuvre et ou de la pratique artistique, de son inscription dans l'histoire ancienne et contemporaine, et ou d'ailleurs, et de son rapport aux traditions locales, culturelles, etc. Et donc, là, les questions sont dirigées de la façon suivante. Quels sont les liens qui sont établis entre l'œuvre, la pratique, l'objet culturel et artistique et le contexte duquel elle ou il émerge? Donc, en gros, comment les élèves se rendent compte de l'inscription d'une production artistique dans un contexte spécifique culturel et historique? Et ensuite, quels sont les différents points de vue qui sont adoptés pour comprendre les origines, les intentions et le sens de la pratique? Donc, bien sûr, là, il s'agit de questions qui ouvrent la réflexion sur les effets et la façon dont les élèves pourraient manifester ces effets. Et donc, ils invitent l'enseignant à illustrer, elles invitent en tout cas l'enseignant à illustrer ces effets. Et donc peut-être que là, je vais juste retourner un peu en arrière pour vous expliquer pourquoi on trouvait ça aussi intéressant. C'est parce que ici, donc dans la fiche, on demande aux enseignants ou aux intervenants, aux personnes qui remplissent, de choisir 3 alvéoles en particulier qui vont illustrer les éléments essentiels de l'intervention. Alors ça peut être des effets, ça peut être des conditions, des recommandations liées à l'enseignant, l'intervenant. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes qui avaient testé l'outil avaient tendance ici à mettre des effets. Donc, on trouvait ça intéressant de les aider à développer avec ces questions qui étaient prévues.
qui ont donc été inclus dans la version finale de l'outil. Voilà, je te redonne la parole, Sophie. Alors, l'outil proprement dit, donc c'est cette fameuse page A3 recto verso, avec au verso la ruche avec les alvéoles qui est cernée des explications relatives à chaque alvéole. Mais comme l'a dit tout à l'heure Émilie, au point de vue, quand on a testé le prototype, au niveau du critère d'efficience, on a vu que les utilisateurs voulaient être guidés lors de la première utilisation. Vous ne voulez pas être confronté directement à la ruche sans savoir comment s'en servir. Et donc, on a développé, parallèlement à cette ruche, deux guides d'utilisation, une version longue intitulée « La ruche, un outil au service du PK » et puis une version courte, clé sur porte, le guide de la ruche qui est vraiment un guide très concret pour se servir de la ruche. Alors, la version courte, le guide de la ruche, on retrouve grosso modo 3 grandes parties. Une première partie qui explique ce qu'est le PK, ses grands principes, et puis un petit lexique pour aider aussi les utilisateurs à s'y retrouver. Le guide de la ruche, ensuite, très concrètement, à quoi sert la ruche, qui complète la ruche, quand compléter la ruche, comment compléter cette ruche, et puis de quoi est composée la ruche, l'explication des alvéoles. Et la présentation donc des alvéoles, ce sont les indicateurs relatifs à l'enseignant ou l'intervenant, les visées et effets constatés sur les élèves dont Émilie vient de vous parler, et les indicateurs relatifs aux équipes éducatives, le tout en une grosse dizaine de pages pour aller droit à l'essentiel. La version longue, par contre, elle est destinée à ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Il y a toutes les références bibliographiques qui s'y trouvent. On fait un petit point aussi sur les différents acteurs du PK. On met le focus sur la pratique artistique qui a quand même des propriétés bien particulières. On parle de l'importance de la formation. On fournit également des documents de référence, des contacts utiles et puis une bibliographie. Et ce point sur l'importance de la formation, il est essentiel parce que si on a pu créer ce guide à destination des utilisateurs, ça ne dispense pas d'avoir une formation plus personnalisée, guidée, directe par rapport à cet outil-là et par rapport au PK de manière générale d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment deux guides qui accompagnent l'outil à proprement parler, un outil clé sur porte, on y va directement, on sait comment compléter la ruche, et puis le guide qui permet d'en savoir un petit peu plus sur la ruche, mais également sur le PK dans un sens plus général. Et donc, par rapport à la formation initiale des enseignants, notre collègue Laurie Simon avec Sandrine Nicolas de la Haute École Albert Jacquard, elles ont pu tester l'utilisation de la ruche dans un module qui était destiné à l'éducation culturelle et artistique. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas, je vais vous présenter voilà, certaines diapos qui permettent de relater cette expérience, mais bien sûr, voilà, mes limites sont que je n'ai pas participé à cette expérience en tant que telle. Je peux toutefois voilà, vous donner quelques informations sur voilà, des premières perspectives qui seraient envisagées dans le cadre de cette expérience. Donc, à la Haute École Albert Jacquard, il y a donc 26 heures de formation qui sont prévues et qui sont dispensées par plusieurs enseignantes sur les différentes expressions qui font partie du PK. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette UE, il y a eu donc 2 journées qui ont été organisées. Une journée pour définir ce que serait une intervention du parcours éducatif, culturel et artistique. Les étudiants ont eu l'occasion d'entendre différents parcours réalisés par des opérateurs culturels. Ils ont aussi pu vivre eux-mêmes des expériences culturelles et artistiques avec des artistes intervenants. Et dans une autre
intervention, ils ont pu également s'approprier l'outil de la ruche et l'utiliser pour faire un retour à froid sur ce qu'ils avaient vécu en journée de formation. Pardon, donc ça c'était la première journée, et entre les 2 journées, ils avaient une tâche qui était de développer une intervention culturelle et artistique, ce qui est ici exprimé par un PK. Et puis l'idée c'était qu'ils utilisent aussi la ruche à l'examen de janvier pour réfléchir à l'intervention qu'ils avaient développée et mise en œuvre. Alors, il est prévu de réaliser une analyse des ruches telles qu'elles ont été remplies par les élèves pour voir quelles sont les étudiants, pardon, pour voir quelles sont les conditions et recommandations qui sont les plus ou moins utilisées. Entre-temps, Laurie et Sandrine ont donc eu une réflexion sur voilà, le dispositif qui était proposé et des pistes d'amélioration, où voilà, il est clairement apparu, comme Sophie le mentionnait, qu'il faut former à l'utilisation de la ruche. Ce n'est pas un outil qui peut tenir seul. Il faut que, bien sûr, les futurs enseignants puissent donner du sens aux différents indicateurs et à la façon dont ils sont décrits dans la ruche, et qu'ils puissent comprendre pourquoi ils sont déterminants pour favoriser les expériences culturelles et artistiques que peuvent vivre les élèves. Ensuite, il y a eu d'autres réflexions un peu plus générales sur le dispositif quant à la posture des intervenants culturels et artistiques et les partenariats qui étaient possibles, et la façon dont les aspects interdisciplinaires, donc des disciplines artistiques, pouvaient être intégrés dans la formation, et comment les étudiants pouvaient vivre eux aussi, expérimenter réellement des pratiques artistiques, puisque on sait que c'est aussi ça qui va un peu freiner la façon dont on va entrer dans le processus culturel et artistique, et qui va faire qu'on va peut-être se focaliser plus sur le résultat que sur le processus. Donc cette partie liée à l'expérimentation semblait vraiment importante pour que les enseignants puissent, avec leurs élèves, s'engager sur des choses qui vont voilà, plutôt se concentrer sur le processus que sur le résultat. Et donc tout ça, voilà, ce sont des points auxquels les étudiants sont peu familiarisés, puisque voilà, ils sont quand même très peu exposés aux disciplines culturelles et artistiques et à la pratique et aux rencontres dans leur formation. Voilà, au final, voilà, on se rend compte que il est vraiment important de voir, voilà, d'analyser la façon dont les acteurs de terrain vont s'approprier une réforme éducative, notamment à l'aide d'un outil comme par exemple la ruche, et se dire que en fait, cet outil ne suffit pas et qu'il faut bien évidemment qu'il soit formé aux différents éléments qui font partie de cet outil. Mais que, en tout cas, ces éléments et cet outil peuvent être perçus comme une ressource commune aux différents acteurs, et ainsi renforcer la synergie entre ces acteurs, notamment en favorisant la communication, comme on a dit. Fournir des pistes de réflexion communes aussi, quant à la qualité des interventions culturelles et artistiques, et se rapprocher un peu plus de l'inaccessible étoile, c'est-à-dire des parcours éducatifs et culturels et artistiques qui sont composés d'interventions riches et variées, et qui permettent à chaque élève de vivre de véritables expériences culturelles et artistiques. Voilà pour notre présentation. Merci beaucoup de votre attention, et on se réjouit des échanges en grand groupe. Merci à vous. Merci pour la présentation. Pour le moment, je n'ai pas encore de questions à distance. Donc, ce que je propose, c'est, si vous voulez poser des questions à distance, n'hésitez pas à prendre petit à petit, enfin, à utiliser petit à petit la plateforme WooClap. Moi, j'avais juste une question qui me venait comme ça.
Et après, n'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro ou à lever la main, comme ça je peux vous donner la parole. J'avais juste une question comme ça, c'était par rapport à votre dernière perspective de formation par rapport à la ruche. Je me disais, c'est quoi, est-ce que vous avez déjà des idées concrètes sur les façons de pouvoir faire ça? Parce que c'est, enfin, ici vous êtes sur enfin, si vous devez former tous les utilisateurs potentiels, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Donc je voulais savoir si vous avez déjà un peu une idée de la façon dont vous pourriez phaser le travail ou comment vous voudriez avancer sur cette notion d'appropriation plus forte de l'outil. Tu veux répondre, Émilie ou... Je peux commencer, tu complètes si tu veux. Ok. Je pense que cette perspective, c'était surtout de dire que l'outil est utilisable. Enfin, en tout cas, il peut constituer un support à la formation. Mais clairement, ce n'est pas un outil qui a été conçu pour former, en tout cas, pas, voilà, pas pour une... comment dire? C'est un outil peut-être d'évaluation formative, mais je pense que ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est que oui, il faut qu'il y ait quand même une meilleure connaissance de ces différents indicateurs pour qu'ils soient utilisés à bon escient. Oui, c'est ça, mais c'est justement sur ça que je me disais qu'il y a beaucoup d'indicateurs et que donc il y aurait une nécessité de peut-être prendre plus de temps pour s'approprier l'outil et enfin que les acteurs et les actrices de terrain puissent s'approprier l'outil. Je me disais comment est-ce que vous pourriez faire, enfin comment est-ce que vous avez Je pense peut-être que imaginé oui, le travail. le guide fournit quand même pas mal de pistes pour ça, et je vais te laisser peut-être développer du coup, Sophie, mais le guide apporte quand même beaucoup d'informations sur l'outil lui-même. Oui, c'est ça. Dans le guide, en version courte, on a pour chaque indicateur une brève description de ce qu'il signifie et ce à quoi il fait référence. Et puis dans la version longue, on a aussi des encarts qui sont issus parfois, voilà, qui sont des témoignages de personnes, chercheurs ou enseignants qui ont mené des activités, des interventions sur le terrain et qui ont rencontré, ou pas parfois, ces indicateurs et la manière dont ça s'est ressenti, de la manière dont les élèves ont vécu l'intervention. Donc on a déjà des choses qui sont présentées dans les deux guides, version courte et puis forcément de manière plus détaillée dans la version longue. Après, au niveau de la formation, pour utiliser la ruche, ça dépend si on envisage une formation en très grand groupe ou en groupe plus restreint. En groupe plus restreint, on pourrait imaginer que les enseignants viennent avec des interventions, des projets d'intervention ou des interventions qu'ils ont déjà menées et en fonction de ces interventions-là, utilisent la ruche pour voir quels indicateurs ont été rencontrés, s'ils les comprennent, et puis aussi quels indicateurs pourraient être rencontrés. C'est également l'un des outils, l'un des atouts de l'outil, c'est de pouvoir susciter la réflexivité sur une intervention, de voir comment on peut l'améliorer, parfois avec des choses auxquelles on n'a pas du tout pensé initialement, parce qu'on le sait en tant qu'enseignant, on a des choses qui fonctionnent très bien, des choses dans lesquelles on se sent à l'aise, et puis parfois on oublie aussi d'aller voir un petit peu ce qu'on pourrait faire autrement, et la ruche, c'est aussi une base de données quelque part pour susciter la réflexion et la réflexivité sur ses propres interventions culturelles et artistiques. Oui, tout à fait. C'est ce que je me disais aussi en vous écoutant. Je me disais que l'outil ici, effectivement, permet un petit peu de caractériser sa pratique, mais en ayant ouvert autant de catégories possibles et de possibilités d'approche du PK, ça permet aussi à la personne qui l'utilise de prendre connaissance de toutes ces possibilités qu'elle aurait potentiellement pas du tout, pas du tout conscientisées. Et donc ça peut être tout à fait pertinent. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément de prime abord et qui peuvent être justement abordées via notre outil. Oui. J'ai une question en distance ici au travers du WooClap qui est une question plus ouverte qui demande en fait, selon vous, si la culture scientifique est reprise dans le PK. Oui ou non? Enfin, si vous pouvez développer là-dessus. Oui, tout à fait. On a la culture scientifique qui est représentée, qui peut être utilisée à travers la ruche. Alors d'abord, par rapport au PK, oui, la culture scientifique fait partie du PK, puisque le PK, c'est quelque chose aussi d'interdisciplinaire et de transversal. Donc, dans l'idéal, normalement, c'est ce qui doit être fait. On doit retrouver les aspects
pas seulement artistique, mais plus largement culturel dans toutes les matières vues à l'école. Et la ruche prend ça en considération aussi, notamment lorsqu'on organise, par exemple, une sortie au musée. Le musée, c'est pas uniquement artistique, ça peut être un musée scientifique également. On peut faire venir des intervenants scientifiques également à l'école, et la ruche permet d'aborder ces aspects-là également. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas systématiquement, en tout cas pas prioritairement, c'est la culture scientifique, mais elle fait partie du PK également, oui. Ok, très bien. J'ai pas d'autres questions à distance, mais potentiellement il y aurait, enfin il y a des personnes peut-être dans l'assemblée ici qui veulent soit lever la main, soit prendre la parole. Je vous écoute. Moi, j'ai juste une question dans la conversation en demandant s'il y avait possibilité d'avoir l'enregistrement, mais oui, ça, ce sera possible par la suite, donc ça, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas d'autres questions. Ah, si, il y a 2 nouvelles questions qui viennent d'apparaître à l'instant sur mon écran. La première question, c'est est-ce que vous avez des perspectives de formation à l'outil auprès des formateurs d'enseignants, des perspectives futures de formation à l'outil auprès des formateurs d'enseignants? Vas-y, Sophie. Alors pour le moment, l'outil, il est encore dans les tiroirs de l'administration. On attend qu'il sorte. Et alors, idéalement, effectivement, cet outil, il a été également pensé comme outil à destination des enseignants directement, mais également qui peut être utilisé en formation initiale. C'est d'ailleurs l'expérimentation qui a été réalisée par Laurie Simon, de voir comment cet outil peut être dès la formation initiale, utile pour les futurs enseignants. J'ai envie de dire que plus tôt on introduit les aspects artistiques et culturels dans la formation des enseignants, plus vite ils se sentiront à l'aise avec ces domaines-là qui, jusqu'à présent, dans certaines filières, étaient quand même assez peu représentés. Ouais, ok, d'accord, très bien. Une dernière question ici, c'est quel est le public d'étudiants de la formation initiale qui avait été impliqué? Est-ce que c'était des primaires ou des préscolaires? Alors, je l'ai justement sur les slides. Il me semble que c'était des enseignants en formation institut primaire et préscolaire, Donc c'est les deux. les deux. Ok, très bien. De mon côté, j'ai pas plus de questions. Je vous invite encore une fois, si vous voulez, à prendre la parole si jamais vous avez des questions précises à poser à Émilie ou à Sophie. Encore un petit peu le temps. On n'a plus l'air, donc à mon avis, vous avez répondu aux questions. Pour moi, c'était un. Il suffit que je dise ça pour que les questions arrivent sur le chat. Ouais, donc une des questions, c'est est-ce qu'il est prévu de le voir de manière transversale en FIE ou un cours dédié à cela est-il prévu? Donc, la question ici, c'est est-ce que c'est prévu de le voir de manière transversale ou est-ce qu'il y aura un cours dédié qui est prévu par rapport à cette question? Pour l'instant, il me semble que ça n'a pas vraiment été précisé et que voilà, les différents, voilà, les universités et les hautes écoles s'interrogent encore sur la façon dont ils vont l'intégrer en formation initiale. Et c'est pour ça aussi que Laurie est en train d'effectuer sa thèse sur le sujet. Et donc, c'est une thèse qui est en collaboration avec des hautes écoles et qui vise déjà à voilà, se rendre compte des représentations des enseignants par rapport à l'art et à la culture et à l'éducation culturelle et artistique pour partir de là et se dire ben, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut construire et comment on peut accompagner au mieux les enseignants pour qu'ils guident les élèves voilà, sur, à la fois dans les apprentissages culturels et artistiques et pour vivre ces fameuses expériences. Ouais, j'ai l'impression que cette question est un peu prématurée par rapport à l'état d'avancement, hein. Oui, je C'est pense encore en que discussion. c'est ça. Ouais. On C'est aimerait complet. bien que ça, voilà, mais comme tous les aspects du pacte, ça prend son temps et puis je pense que c'est quand même important que ça prenne son temps aussi, surtout quand les choses sont pas encore
qu'on ne sait pas encore exactement comment approcher la question. Oui, tout à fait. Ce pense qu'on que sait déjà, c'est qu'il y a certains aspects culturels, voire artistiques, qui ont été intégrés dans les nouveaux référentiels. Alors, de manière parfois un peu timide, mais en tout cas, c'est une avancée par rapport aux anciens référentiels. Et peut-être que je pense que ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est la notion de parcours. Et que cette notion de parcours, voilà, c'est quelque chose voilà, qu'on ne maîtrise pas, enfin voilà, qu'on ne sait pas vraiment comment approcher réellement en éducation. On sait que voilà, il peut y avoir des niveaux, différents niveaux de compétences ou une suite de compétences, de savoir-faire qui peuvent être développés tout au long de la scolarité, mais la question de l'articulation et de comment ces parcours vont être construits à un niveau individuel, mais voilà, vont être, comment dire, les parcours vont être construits par chaque élève, mais en même temps, les interventions qui vont permettre la construction de ces parcours sont collectives. Donc il y a aussi là, je pense, toute une réflexion à avoir sur la façon dont les interventions peuvent permettre de vivre des expériences et les expériences peuvent être intégrées dans un parcours qui est conscientisé par l'élève, puisque c'est ça aussi l'enjeu, c'est que l'élève soit conscient de son parcours lui aussi. Oui. Ok. Deux dernières questions. Ah oui. Donc, oui, peut-être d'abord la question. En fait, une question, c'est idéalement, la ruche devrait être envisagée par l'enseignant et l'opérateur culturel en collaboration, donc le travail en collaboration. Qu'en pensez-vous? Comment vous positionnez par rapport à cette affirmation-là? Je pense que c'est une affirmation qui dans l'idéal, oui, idéalement, c'est ce qu'on voudrait, mais dans l'idéal, est-ce qu'il y a les fonds nécessaires pour que chaque intervention soit conçue en collaboration? Je pense que la réalité est tout autre. Mais je pense en tout cas que ça va permettre de valoriser le travail et l'apport et à la fois le professionnalisme des acteurs du monde culturel dans le milieu scolaire. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que quand un enseignant travaille avec un opérateur culturel ou un artiste intervenant, ils ont parfois des langages différents, ils ont des attentes et des visions différentes. Et la ruche, c'est justement un outil qui permet de se mettre à 2 ou à 3 ou à 4 ou plus autour d'une table et d'avoir un vocabulaire commun, d'avoir des indicateurs communs. Et donc, c'est aussi dans cette direction-là qu'on aimerait que les choses se passent, c'est d'avoir une plus grande collaboration, un plus grand dialogue, en tout cas, entre ces mondes. Ok, très bien. Il y a Viviane aussi ici. Il y a Viviane. Peut-être juste un commentaire ici, parce que je l'avais déjà sous les yeux, mais juste un commentaire d'une personne qui dit que ce n'est pas une question, mais qui dit que la présentation était fort intéressante et que c'est un outil qui permet d'être plus utile, enfin d'être très utile à beaucoup, donc il vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Toujours positif à prendre. Ça. Oui, tout à fait, ça fait plaisir. Avec merci. plaisir. Ouais. Donc je laisse Viviane compléter et poser ses questions. On n'entend pas. Le micro est encore fermé. Ouais, Viviane, il faut que tu allumes ton micro. Est-ce que tu veux que j'allume ton micro? Je peux le faire à ta place. Voilà. Ah, non. Voilà, vous m'entendez? Ouais. Oui. Voilà. Donc, c'est juste pour une précision, pour avoir une précision personnellement, parce que j'ai une petite confusion ici qui reste dans ma tête, et ce serait dommage qu'elle y reste. Donc, en fait, la ruche, pour résumer, donc il y a des conditions préalables, il y a des recommandations, et puis il y a des critères de qualité d'une intervention. Donc, c'est les critères de qualité de l'instituteur ou de je ne sais pas, du peintre ou de la musicienne. C'est ça ou parce que je n'arrive pas à faire le lien en fait entre l'évaluation alors du parcours de l'étudiant ou de l'élève. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas très claire. Dites-moi si je réponds à votre question. Si je vous dis que le but n'est pas d'évaluer l'enseignant ni l'intervenant, mais d'évaluer l'intervention. Donc, en fait, les alvéoles, certaines toutes sont des critères de qualité, toutes sont des indicateurs
de qualité. De qualité Certaines- de quoi? En fait, de la qualité de l'intervention. C'est ça, exactement, oui. C'est ça. Donc, c'est lié effectivement à la proposition que fait l'enseignant ou le socioculturel ou le musicien ou la peintre sur l'activité qu'elle propose, ce que C'est vous ça. appelez l'intervention, donc l'exercice. Et Oui. donc, en fait, donc, tout est tourné. En fait, pour moi, ce de ruche, elle est très, très chouette. Vraiment, tu as un super beau travail, mais elle est vraiment tournée sur la pratique réflexive, on va dire, de l'intervention proposée par l'enseignant ou par le musicien ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai du mal à faire le lien avec la pratique réflexive alors de l'étudiant, on va dire de l'élève ou vous voyez, parce que vous en parlez beaucoup à la fin. Et alors, je ne sais pas quel saut vous faites pour passer d'un à l'autre, quoi. Alors, la ruche, elle n'est pas destinée aux élèves. Oui. Maintenant, rien n'empêche de parler avec eux des différents indicateurs. Il y a des indicateurs aussi qui sont les effets et les visées qui sont spécifiques aux objectifs qu'on veut atteindre chez les élèves, mais ce ne sont pas les élèves qui utilisent la ruche. Par contre, ça peut être des étudiants en formation initiale, ça oui. Les étudiants en formation initiale, mais il n'y a pas, oui, évidemment, ce sont des petits, mais enfin, dans ce cadre-ci, mais ça peut être utilisé aussi à l'Académie des Beaux-Arts, par exemple, ici à Liège ou dans d'autres. Donc voilà où j'en arrive dans ma réflexion. Je me dis que voilà, ce serait intéressant aussi de voir la pratique réflexive que l'étudiant, l'élève, à n'importe quel niveau, puisse exprimer ou s'exprimer même à lui-même en fonction d'un outil comme celui-là, quoi. Voilà. Oui, peut-être juste une petite précision par rapport aux étudiants en cours artistique, en enseignement supérieur artistique. Je pense pas que la ruche soit prévue pour eux, en tout cas pas pour. En fait, la ruche est prévue pour des interventions plus ou moins longues, mais elle n'est pas prévue pour un cours. Vous voyez? Ce qui est pour moi pas exactement la même chose parce qu'un cours, voilà, aura. Donc, je travaille aussi par ailleurs à l'Académie royale des beaux-arts, donc c'est pour ça que pour moi, la ruche peut apporter des éléments de réflexion, mais c'est pas dit qu'ils soient tous pertinents et qu'ils soient suffisamment complets pour des enseignants d'ESA et aussi pour des enseignants, des futurs enseignants d'art plastique, par exemple, puisque la démarche ne serait pas la même et qu'on n'a pas, par exemple, dans la ruche, toute une série d'éléments didactiques qui sont essentiels pour voilà, l'enseignement culturel, artistique, à Oui, tous les niveaux, mais en pas, particulier à ces niveaux, vous voyez. c'est pas exactement la même chose, mais en fait, je me disais que peut-être qu'il y avait moyen de faire un transfert. Ouais, il faudrait fouiller. Ouais. Voilà, merci. Merci Viviane pour l'intervention. Moi, je pense que j'ai fait le tour des questions qui sont à distance, mais la dernière fois que j'ai dit ça, il y a une question qui est apparue, donc on va voir. Probablement, non, ça m'étonnerait parce qu'ici, on a déjà bien discuté. Je laisse peut-être encore une fois l'occasion ici de voir si quelqu'un veut lever la main, on veut prendre le micro pour peut-être réagir sur un point ou poser une question qui n'aurait pas encore été déjà soulevée pour le moment. Je vous laisse encore... allez, une dizaine de secondes. Et puis après, je te rendrai la parole, peut-être, Sophie, pour le mot de la fin. De mon côté, j'ai toujours pas de questions. Donc, à mon avis, c'est que c'est bon. Donc, s'il n'y a personne qui prend la parole, je pense que, à mon avis, on va pouvoir clôturer. Ouais. Ouais, voilà. Merci beaucoup en tout cas à Sophie et Émilie d'avoir présenté l'outil qui est, voilà, ouvre des perspectives, nous permet de réfléchir aussi au PK et comment le réfléchir dans la formation et
et que ce soit en formation initiale les enseignants ou autres. Donc c'est vraiment un grand merci à vous deux et aussi Merci à vous. à Laurie qui fait donc sa thèse là-dessus. Et puis on a hâte de lire le compte rendu et puis de voir l'outil sortir des tiroirs, comme vous avez dit. Donc merci beaucoup pour votre participation. Merci aussi à tout le monde ici présent d'être venu à ce webinaire, d'avoir participé, d'avoir écouté. On se retrouve bien sûr, on reste en contact pour d'autres webinaires aussi du Sous la Loupe pour l'ABCD de l'année prochaine. Et n'hésitez pas à aller voir de temps en temps, régulièrement bien sûr, sur le site d'ABCéduc pour avoir des nouvelles. Et si l'association vous parle, que vous avez envie de collaborer avec nous, vu que c'est une association collaborative, n'hésitez pas à nous rejoindre, puisque on est toujours intéressé par de nouvelles collaborations et par de nouveaux échanges. Et donc là aussi, toutes les informations sont sur le site. Je vous souhaite une excellente suite de journée et à très bientôt pour d'autres Sous la Loupe, d'autres webinaires et d'autres collaborations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.